Très jeune, elle était déjà sollicitée sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, parce qu'elle pouvait faire ce qui n'avait encore jamais été fait. Elle était capable de voir les balles et les éclats d'obus logés dans le corps des soldats blessés. Et de nos jours, la facilité avec laquelle elle nous montre les fractures ou la tuberculose nous semble banale. Mais saviez-vous que la radiographie est née grâce à une découverte tout à fait accidentelle? Je vous raconte. Bonjour à toutes et à tous, je suis Soleil Baleguel et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne consacrée au partage d'expériences et de connaissances. Je suis sûr qu'à la lecture du titre, vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler de radiographie conventionnelle. Mais comme il s'agit d'un sujet à la fois vaste et profond que j'aimerais rendre compréhensible de tous sans toutefois le survoler, je vais le diviser en plusieurs parties. Et dans cette vidéo, nous allons voir le principe de formation d'une image en radiographie, les différentes parties d'un appareil de radiographie et leur rôle, et enfin les précautions à suivre pour une utilisation saine de la radiographie. Mais avant d'entamer les explications, je vous invite à remonter quelques années en arrière, jusqu'au 8 novembre 1895, et allons à la rencontre d'un jeune physicien qui s'appelle Wilhelm Conrad Röntgen. Ce jour-là, alors que Röntgen mène des expériences avec un dispositif qui s'appelle tube de Crookes, il recouvre le tube sous un carton, il éteint la lumière dans son laboratoire et c'est là qu'il remarque un phénomène curieux. Un écran qui traînait juste à côté devient fluorescent chaque fois qu'il allume le tube de Crookes. Mais le fait étrange ici est que normalement cet écran devient fluorescent seulement quand il est éclairé. Et pourtant le laboratoire est sombre. Tout intrigué, Röntgen intercale divers objets entre le tube de Crookes et l'écran. Et tout ça le conduit à une conclusion. Le tube de Crookes produit un rayonnement invisible à nos yeux qui traverse la matière et qui atteint l'écran pour le rendre fluorescent. Puisqu'à l'époque on ne connaît encore rien de ce rayonnement, Röntgen décide de lui donner le nom qu'on donne aux inconnus en mathématiques, à savoir X. Et c'est comme ça que les rayons X ont été découverts par un pur hasard. Mais c'est pas fini. Le point culminant de cette histoire survient le 22 décembre 1895, lorsque Röntgen intercale un objet peu banal entre le tube de Crookes et une plaque photographique. Il intercale la main de Anna Bertha Röntgen, sa femme. Et là, ce qu'il obtient va marquer l'histoire de la médecine à tout jamais, puisqu'il s'agit de la toute première image radiographique de l'histoire. Pour comprendre comment cette image s'est formée et plus généralement le principe de formation de l'image en radiographie, nous devons d'abord comprendre ce que sont les rayons X. Je vous présente l'ensemble des couleurs que nous voyons. Chaque couleur est caractérisée par une fréquence qui se mesure en Hz. Et parmi ces couleurs, celle qui a la plus haute fréquence, c'est le violet, avec une fréquence d'environ 750 THz. Tandis que la couleur la plus basse en fréquence, c'est le rouge, avec une fréquence d'environ 400 THz. Ces couleurs constituent ce qu'on appelle le spectre visible. Parce que si on va vers des fréquences plus élevées que celles du violet, ou vers des fréquences plus basses que celles du rouge, on tombe sur des rayonnements que nous, les humains, ne pouvons pas voir. Lorsqu'on part du rouge et qu'on va vers des fréquences plus basses, on tombe sur l'infrarouge, qui est par exemple utilisé pour les télécommandes des télés. Ensuite, on tombe sur les micro-ondes, qui sont utilisées dans les fours en micro-ondes. Et enfin, on tombe sur les ondes radio, qui permettent à nos téléphones, à nos radios de communiquer à distance. Lorsqu'on se place au niveau du violet et qu'on va vers des fréquences plus élevées, on passe par les ultraviolets qui sont utilisés pour les lampes UV en onglerie par exemple. Ensuite, on passe par nos fameux rayons X qui sont utilisés en radiographie. Et après les rayons X, on tombe sur les rayons gamma qui sont utilisés en radiothérapie pour traiter les cancers. Mais revenons sur nos rayons X. Vous comprenez donc qu'il s'agit tout simplement d'un rayonnement de même nature que la lumière visible, mais de fréquences beaucoup plus élevées et invisibles à nos yeux. Et justement, ces rayons X ont des propriétés qui sont exploitées en radiographie pour former les images. Et pour comprendre cette propriété, je vous invite à une expérience de pensée qui va nécessiter un minimum d'imagination. Placez côte à côte un morceau de verre totalement transparent, un tissu très fin et un morceau de bois complètement opaque. Mettez ces trois objets devant un écran et éclairez-la avec une puissante lampe torche. Qu'est-ce qu'on voit apparaître sur l'écran? On y voit trois ombres. Une ombre très claire, une ombre moyenne et une ombre très sombre. Mais pourquoi ces ombres diffèrent-elles? Parce que le verre transparent, le tissu translucide et le bois opaque bloquent la lumière dans des proportions différentes, n'est-ce pas? Eh bien, les rayons X aussi traversent les objets dans des proportions différentes. Mais cette proportion ne dépend pas de la transparence, mais elle dépend plutôt de la densité et de l'épaisseur des objets. Et cette proportion nous est donnée par une formule mathématique très connue.
Concrètement, ça veut dire que plus un objet est dense ou épais, et plus il atténue les rayons X. Et plus un objet atténue les rayons X, plus il paraît blanc sur notre cliché radiographique. Cette différence de clarté est ce qu'on appelle en imagerie médicale le contraste. Ainsi, dans le cadre médical, en fonction de l'organe traversé, on distingue plusieurs niveaux de transparence aux rayons X. Tout d'abord, du fait de sa faible densité, l'air laisse passer presque tous les rayons X et paraît noir sur les images radiographiques. Puis la graisse, plus dense que l'air, bloque un peu plus de rayons X et paraît grise sur les clichés. Les liquides et les organes mous, quant à eux, sont un peu plus denses que la graisse et bloquent plus de rayons X. Ils paraissent donc gris clair sur les clichés. Du fait de leur richesse en calcium, les os sont très denses et laissent passer peu de rayons X. Ils paraissent donc blancs sur les clichés radiographiques. Et enfin, les métaux qui bloquent presque tous les rayons X sont très blancs sur les clichés radiographiques. Voici par exemple des images où on voit les différents niveaux de clarté en fonction de la densité. On peut y voir par exemple les métaux, les os, les poumons, les tissus mous. Et comme les médecins savent à quoi ressemblent les organes sains, ils peuvent déceler les pathologies dont vous souffrez grâce à cette différence d'apparence. Mais certains organes différents ont des niveaux de densité très proches. Ils atténuent donc les rayons X dans des proportions très proches aussi. Et il est difficile de les distinguer sur les clichés radiographiques parce qu'il n'y a pas de contraste entre eux. Pour pallier ce problème, on a recours à ce qu'on appelle produit de contraste. Il s'agit tout simplement d'une substance très dense qu'on va administrer au patient et qui va aller se loger dans un organe pour le rendre plus visible sur les clichés radiographiques. Ainsi, on peut injecter le patient ou lui faire boire le produit de contraste ou même l'insérer par son rectum. Ça nous permet par exemple de mieux voir les vaisseaux sanguins, la vessie, l'intestin, le tube digestif qui sont moins visibles lorsqu'ils n'ont pas de produit de contraste. À présent que vous avez compris le principe de formation de l'image en radiographie, en voyant cet appareil, vous vous demandez peut-être qu'est-ce qui joue le rôle de la lampe torche? Qu'est-ce qui joue le rôle de l'écran? Quelles sont toutes ces autres parties et à quoi servent-elles? Eh bien, je vais vous présenter les différentes parties d'un appareil de radiographie en vous racontant les événements qui ont lieu de la naissance des rayons X jusqu'à la formation de l'image. Pour commencer, les rayons X naissent dans un dispositif qui s'appelle tube à rayons X. À l'image d'une lampe torche qui émet un faisceau de lumière, le tube à rayons X émet un faisceau de rayons X caractérisé par deux paramètres. Tout d'abord, le courant, qui définit la quantité de rayons X qui sera émise et qui se mesure en milliampères, en abrégé MA. Et ensuite, la tension, qui définit l'énergie qu'auront les rayons X. Et cette tension se mesure en kV, en abrégé kV. Une fois sortis du tube, les rayons X vont entamer leur voyage vers l'écran. Mais ils vont d'abord devoir traverser le corps du patient où ils vont être atténués par les différents organes. Seulement, certains rayons X sont trop faibles en énergie pour traverser les organes. Ils sont donc inutilement absorbés par notre corps et ne contribuent pas à la formation de l'image. Pour atténuer ces rayons trop faibles en énergie qu'on appelle les rayons mous, on va utiliser un filtre. Il s'agit tout simplement d'une fine plaque métallique qui va bloquer les rayons mous et laisser passer seulement les rayons durs qui ont suffisamment d'énergie pour donner une image radiographique. À présent, imaginez que l'on veut exposer le poignet d'un patient au rayon X. Il serait inutile d'exposer aussi ses doigts et son avant-bras, n'est-ce pas? Eh bien, pour délimiter le champ d'exposition des rayons X, on dispose d'un troisième composant dans notre appareil de radiographie. Ce composant s'appelle le collimateur. Il est constitué de lames de plomb qui vont permettre de délimiter le champ de propagation des rayons X. Et il contient aussi une lampe qui nous permet de visualiser le champ de propagation des rayons X. Ainsi, avant de faire un examen, le manipulateur va se servir du collimateur afin de délimiter la partie du patient que l'on veut examiner. On peut aussi avoir besoin de mesurer la quantité de rayons X émise. Pour cela, on dispose d'un quatrième composant qui s'appelle le dapmètre. Il va se fixer juste après le collimateur et pourra mesurer la quantité de rayons X qui traversent. Après le dapmètre, nos rayons X pourront enfin entrer dans le corps du patient et subir les différentes atténuations nécessaires à la formation de l'image. Mais parmi ces rayons, certains seront déviés dans leur course et contribueront à rendre l'image finale floue. On les appelle les rayons diffusés. On ne peut pas empêcher la diffusion de ces rayons, mais on a une parade contre eux. On va tout simplement les bloquer avant qu'ils n'atteignent notre écran. Pour cela, on dispose d'un composant qui s'appelle la grille antidiffusante. Il s'agit tout simplement d'une plaque constituée de très fines lamelles
dont la disposition va bloquer les rayons diffusés et va laisser passer les rayons droits. Lors d'un examen radiographique, le manipulateur fixe la durée d'exposition aux rayons X. Mais on peut aussi laisser à l'équipement le soin de mesurer la quantité de rayons qui a traversé le patient et de couper l'exposition lorsque cette dose est suffisante. Ce rôle est assuré par un autre composant qui s'appelle AEC, Automatic Exposure Controller. L'AEC va permettre, n'est-ce pas, de mesurer la quantité de rayons X qui traversent le patient, puis d'envoyer un signal au système une fois que cette dose est suffisante. En d'autres termes, l'AEC a pour rôle de couper l'exposition lorsque la dose est suffisante pour avoir une bonne image. Une fois qu'ils ont traversé le patient, l'AEC et la grille, les rayons X peuvent enfin arriver sur l'écran. Et le rôle d'écran ici est joué par un composant très important qu'on appelle le détecteur. En radiographie conventionnelle, on distingue trois grands groupes de détecteurs. On a les détecteurs analogiques, on a les détecteurs de type CR et on a les détecteurs numériques. Le détecteur est généralement logé dans un compartiment qui s'appelle le potère. Il peut être placé sous le lit du patient ou même derrière le bucky mural pour les examens où le patient doit être debout. Mais pour certains examens, on n'a pas besoin du potère, on place le détecteur juste sous le patient. Et selon le type de détecteur utilisé, on distingue également trois types de radiographie. La radiographie analogique, la radiographie CR et la radiographie numérique. Souvenez-vous que je vous ai dit plus tôt que le tube à rayons X émettait les rayons X suivant deux paramètres, les kV et les masses. Mais on peut aussi choisir la durée d'exposition ou alors laisser l'AEC couper l'exposition une fois le moment venu. Parfois, on doit aussi choisir si on fait l'examen sur la table patient, sur le fauteuil mural ou en exposition libre. Eh bien, tous ces paramètres sont sélectionnés par le manipulateur au niveau d'un composant qu'on appelle la console. La console peut ressembler à un pupitre avec des boutons et un écran, ou elle peut même ressembler à un ordinateur. Bref, les consoles ont des formes très variées. Une fois sélectionnés, tous ces paramètres sont envoyés à un autre composant très important qu'on appelle le générateur. Le générateur a pour rôle d'envoyer les kV et les masses au tube à rayon X et même de le contrôler pendant son fonctionnement. En résumé, comme partie d'un appareil de radiographie, nous avons vu le tube à rayon X qui émet les rayons X, le filtre qui bloque les rayons mous et laisse passer les rayons durs, le collimateur qui délimite le champ d'exposition aux rayons X, le dapmètre qui mesure la quantité de rayons X émise par le tube à rayons X, l'AEC qui mesure la quantité de rayons X ayant traversé le patient pour couper l'examen automatiquement, la grille qui filtre les rayons diffusés, le détecteur sur lequel se forment les images. Nous avons aussi parlé du potère où s'insère la cassette. Nous avons également le générateur qui est chargé de fournir son énergie au tube à rayons X et la console dans laquelle le manipulateur va mettre tous les paramètres de l'examen. Dès sa création, la radiographie conventionnelle s'est imposée comme la méthode privilégiée pour voir certaines pathologies. Elle a donné de si bons résultats dans la visualisation des os et des poumons qu'on l'appelle même radio-os-poumons. Vous conviendrez donc avec moi que la radiographie permet de sauver un nombre incalculable de vies. Seulement, lorsqu'elle est exploitée avec négligence, elle peut plutôt représenter un grave danger. En effet, lorsqu'une personne est beaucoup trop exposée aux rayons X, ces derniers peuvent détruire l'ADN de ses cellules et au pire des cas conduire même à un cancer. On dit que les rayons X sont ionisants. C'est pourquoi les manipulateurs des appareils à rayons X sont dotés d'un outil qui s'appelle dosimètre. Ce dernier a pour rôle de mesurer la quantité de rayons X à laquelle ils sont exposés au fil du temps. Et le dosimètre est régulièrement contrôlé. Lorsque sa valeur atteint un seuil, le manipulateur auquel il appartient est éloigné des appareils à rayons X pendant un bon bout de temps, le temps pour son organisme de restaurer les cellules affectées par les rayons X. Des précautions sont également prises afin de confiner les rayons X à la salle d'examen. Par exemple, les murs sont tapissés de feuilles de plomb parce que le plomb est suffisamment dense pour bloquer les rayons X. À la place des feuilles de plomb, on peut aussi construire des murs remplis de béton. On dispose aussi des vitres plombées. Il s'agit de vitres à base de plomb qui permettent au manipulateur de voir son patient pendant l'examen sans toutefois subir les rayons X. Pour les examens particuliers où le manipulateur sera obligé d'être dans la salle d'examen pendant l'examen, on a également prévu des accessoires de protection individuelle, comme par exemple des tabliers plombés, des protèges thyroïdes, des gants plombés, des lunettes plombées,
etc. Pour minimiser les effets des rayons X sur les patients, on ne fait des examens de radiographie que lorsque ceux-ci sont nécessaires. Et on évite autant que possible l'exposition des femmes enceintes, afin de ne pas interférer dans la croissance du fœtus. Mais il faut également savoir que lorsqu'on parle de radiographie conventionnelle, les risques chez les patients sont très minimes, car la durée des examens est très faible et les patients ne sont pas exposés à longueur de journée comme les manipulateurs. Par contre, les produits de contraste qu'on administre aux patients peuvent causer des nausées ou dans de très rares cas des allergies. Mais tout cela est pris en compte lors de la prescription d'une radiographie, ainsi que les antécédents médicaux du patient. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo et je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'ici. J'espère qu'elle aura été compréhensible car elle avait pour but de vous donner les bases nécessaires aux approfondissements que nous verrons dans les prochaines vidéos. Je vous invite à la liker si vous l'avez aimé, à la partager afin que d'autres puissent en profiter et pourquoi pas à laisser même un commentaire. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo où nous parlerons plus en détail du tube à rayon X. D'ici là, portez-vous bien.